Après 7 années de sécheresse, le Maroc retrouve enfin une campagne céréalière exceptionnelle. La récolte devrait atteindre les 90 millions de quintaux, soit près du double de celle de l'année précédente. Une performance qui a conduit les autorités à prolonger des droits de douane à 170% sur le blé tendre jusqu'à fin août. Objectif, privilégier la production nationale en laissant le temps aux minotiers davantage de temps pour atteindre leurs objectifs d'achat. Les professionnels alertent toutefois sur une réalité plus complexe et plus nuancée. Le matériel de moisson manque, une bonne partie du parc est vieillissante, les récoltes prennent du retard et certaines parcelles risquent même de perdre une partie de leur production. Autant de fragilités structurelles qui impactent la filière céréalière au Maroc. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en direct de Casablanca Moulay Abdelkader Alaoui, président de la Fédération nationale de la minoterie et vice-président de la FENAGRI. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut déjà parler d'une campagne historique, enfin une campagne exceptionnelle, ou faut-il rester prudent et attendre la récolte ? Bon, parler d'une campagne exceptionnelle, c'est le cas après cette année de sécheresse. Il faut dire que après des pluies hivernales très abondantes, nous avons rompu de manière spectaculaire avec cette année de sécheresse, comme vous l'avez précisé tout à l'heure dans votre intervention. Ceci étant, donc, le ministère de l'Agriculture, à travers ses services extérieurs et les estimations de la récolte, ont annoncé donc une production de 90 millions de quintaux, toutes céréales confondues. Et il faut noter que 44 millions de quintaux sont exclusivement à partir de la récolte de blé tendre. Vous l'avez bien dit aussi, donc nous avons suspendu les importations à compter du 1er juin jusqu'au 31 août 2026, et ce pour permettre durant 3 mois aux agriculteurs d'écouler leur production à travers les circuits organisés. Et malheureusement, on n'a pas eu la chance, enfin, de collecter les chiffres avancés, soit 15 millions de quintaux. Nous sommes à peu près sur 6 millions de quintaux. Mais ceci est à cause d'une forte rétention au niveau des exploitations agricoles. Et les agriculteurs, donc, après cette année de sécheresse, ont préféré quand même stocker chez eux une bonne partie de leur production pour l'année prochaine ou les 2 années à venir. Nous avons constaté également une forte autoconsommation, et ceci explique donc la baisse de production au niveau de nos unités industrielles, au niveau de la minoterie. Moulay Abdelkader Alaoui, on y va pas par pas. Tout d'abord, vous avez parlé donc d'une estimation des autorités de 15 millions de quintaux récoltés. Là, vous nous dites qu'on en est à 6 aujourd'hui. Non, et vous parlez... non, collecté, pas récolté. Oui, collecté, pas récolté, en effet. Et vous parlez de 6 aujourd'hui, donc loin de l'objectif, et vous parlez de tensions agricoles. Qu'est-ce qui explique justement ce retard aujourd'hui ? Bon, et c'est ce que je disais. Donc, les agriculteurs, après cette année de sécheresse, vous savez que la production, leur production. Donc, ils retiennent une bonne partie pour les semences, une autre partie pour leur propre consommation, une autre partie va être écoulée sur les souks et les marchés locaux. Et ce qui explique, comme je l'avais dit tout à l'heure, que le secteur de la minoterie a vu son activité baisser de 25 à 30% durant les mois de juin, juillet, et ça continue durant le mois d'août. Et ceci démontre que le phénomène d'autoconsommation est accentué, ce qui explique en partie cette rétention de la récolte au niveau des agriculteurs. Alors, il y aurait un autre problème. Le Maroc qui dispose d'environ 3 000 à 4 500 moissonneuses-batteuses, dont la majorité, selon les professionnels, et vous pouvez nous le confirmer, date des années 1980 ou 1990. Quel est l'impact aujourd'hui d'un parc aussi vieillissant sur justement cette récolte et collecte céréalière ? Écoutez, donc le parc effectivement des moissonneuses-batteuses est trop vétuste.
Donc, c'est le marché de l'occasion qui marche le plus. Donc, les moissonneuses batteuses neuves donc, se font de plus en plus rares, d'abord par leur coût. Vous savez que aujourd'hui, une moissonneuse, les petites moissonneuses de 80 à 100 chevaux, elles coûtent à peu près 1 million à 1 million 250 000 dirhams et plus. Les moissonneuses batteuses de plus de 200 chevaux, donc, elles coûtent à peu près plus de 2 millions de dirhams et c'est très difficile donc pour des petits agriculteurs qui ont des exploitations de moins de 5 hectares d'acheter des machines neuves puisque le retour sur investissement serait très difficile. Et de là, moi, j'appelle à ce qu'il y ait quand même des subventions importantes pour encourager les agriculteurs. Il y a un facteur aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est l'émiettement et l'atomisation de nos exploitations agricoles. Et vous savez, au Maroc, la taille moyenne d'une exploitation agricole de à peu près de 6 à 7 hectares, comparativement à la France, où la taille moyenne d'une exploitation est de 76 hectares, alors qu'au Canada, elle est pratiquement de plus de 330 hectares. C'est vous dire aussi que les tailles des exploitations sont un frein aussi à la mécanisation agricole, notamment tout ce qui est moissonneuse-batteuse. Donc la vétusté de ce matériel a fait que il y a eu beaucoup de retard, il y avait une pression sur machine, et puis les prix aussi de la moisson étaient pratiquement, ils ont atteint 1200 dirhams à l'hectare, et avec des machines qui sont mal réglées la plupart du temps, et nous avons malheureusement des pertes uniquement sur les exploitations qui varient entre 15 à 20%, et ça c'est dommage pour un pays qui importe des céréales à des prix, à des coûts très élevés. Ajoutant à cela qu'après cette année de sécheresse, vous l'avez dit, beaucoup de machines étaient quasiment à l'arrêt, donc les remettre en service peut être problématique aussi parfois. Tout à fait. Moulay Abdelkader Alaoui, la question est de savoir aujourd'hui ce retard, quel impact il a sur vous, sur les minotiers? Bon, écoutez, le retard, donc nous, les minotiers, donc on attend quand même à utiliser notre production nationale. Nous avons tout préparé pour accueillir une bonne partie de cette récolte au niveau de nos minoteries et au niveau des organismes stockeurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, mais ceci étant, la production, donc, elle reste dans le pays et le problème ne se pose pas là. Mais il va falloir nous organiser aussi pour assurer l'approvisionnement du pays, car nous avons aussi cette responsabilité. Et du coup, nous serons contraints donc de reprendre les apportations à partir du 16 septembre pour pouvoir répondre donc aux impératifs d'approvisionnement. Alors, Moulay Abdelkader Alaoui, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué le terme mécanisation pour faire face justement à ces problèmes structurels. Où en est aujourd'hui la mécanisation du secteur agricole au Maroc? Vous avez parlé de petites exploitations, comparaison avec un autre pays, notamment la France. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu où en est la situation aujourd'hui? Non, le problème, comme je l'ai dit, quand je dis que 70% de nos exploitations ont moins de 5 hectares. Et croyez-moi, aujourd'hui, un agriculteur tout seul ne peut pas investir dans un tracteur, ne peut pas investir dans une moissonneuse-batteuse. Donc, il va falloir que nos agriculteurs s'organisent en coopérative pour qu'ils puissent faire face donc à des investissements très importants et pour qu'ils puissent moderniser leur production et pour qu'ils puissent absolument réduire les pertes, que ce soit au niveau des semences, au niveau des moissons, au niveau des structures de stockage. Ça, c'est le plus important dès le départ. Et moi, j'invite donc à ce qu'on organise des assises nationales pour examiner effectivement la problématique de la céréaliculture et de la souveraineté alimentaire, comme l'avait annoncé Sa Majesté le roi Mohammed VI, que le Dieu l'assiste, lors de l'ouverture du Parlement en 2021. Moi je crois que la souveraineté alimentaire passe impérativement par la souveraineté hydrique. Et aujourd'hui, pour être souverain, il faut d'abord assurer le facteur limitant qui est l'eau. Et vous savez qu'un hectare de céréales, si on veut avoir des rendements importants de 60 à 70
hectares, 70 quintaux par hectare, il faut assurer une irrigation d'appoint ou une irrigation complémentaire quand les pluies arrivent tardivement ou n'arrivent pas à temps. Et tout ça, donc nous devons nous organiser et tenir des assises avec tous les experts et avec tous les ministères concernés pour voir comment fidéliser une production, sécuriser une production de céréales, bon gré, mal gré, de 60 à 70 millions de quintaux en recourant donc à une irrigation d'appoint ou une irrigation complémentaire dans les bassins céréaliers qui sont favorables. Et bien entendu, il y a l'éco économique de cette production, mais il y a également la souveraineté alimentaire et la souveraineté du pays aussi qui est en jeu. Et ça nécessite quand même une réflexion globale au niveau national pour qu'on puisse aller de l'avant et assurer effectivement cette souveraineté céréalière. Alors justement, Moulay Abdelalaoui, en parlant de réflexion, tout à l'heure, vous avez évoqué la structuration des coopératives qui, selon vous, donc, afin de mutualiser les équipements agricoles coûteux, on a parlé de moissonneuses tout à l'heure, donc qui doivent se structurer davantage. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un projet qui est en cours au Maroc et où est-ce qu'il en est justement ? Écoutez, ce n'est pas une nouveauté. Vous savez qu'il y avait les coopératives agricoles marocaines qui jouaient pleinement ce rôle depuis les années 40. Malheureusement, toutes ces coopératives ont disparu avec la libéralisation et aujourd'hui, le système coopératif marocain est en panne. Et ces coopératives, effectivement, jouaient ce rôle de régulateurs, d'agrégateurs. Donc, ils fournissaient les intrants à leurs adhérents, donc ils participaient dans la collecte de leur production. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en France. Vous savez que la céréaliculture, la collecte, c'est 80% sont réalisés avec des coopératives. Donc, avec l'émiettement et l'atomisation de nos exploitants, nous sommes acculés à nous organiser en coopérative au niveau des exploitations pour qu'on puisse donc négocier, pour qu'on puisse donc mutualiser et pour qu'on puisse donc répondre à des impératifs économiques, que ce soit de rendement, que ce soit de productivité. Alors, une autre idée se pose aussi. Pourquoi les minotiers n'investissent pas eux-mêmes, justement, dans du matériel et dans la moisson ? Écoutez, nous avons essayé, mais malheureusement, cette expérience a échoué. Pourquoi? Parce qu'il faudrait quand même changer les règles de jeu et les engagements des uns et des autres. Moi, je suis minotier aujourd'hui, je peux bien entendu travailler avec une centaine d'agriculteurs sur une superficie de 2000 ou 3000 hectares, mais le problème, c'est que quand la récolte arrive, il y a toujours il y en a qui ne veulent pas livrer ou qui disent que le prix sur lequel on s'est entendu, donc il y a plus sur le marché, et ça a créé quand même des distorsions, il y a eu des expériences, mais c'est un modèle. Ceci étant, on doit le revoir. On doit donc ficeler donc les engagements des uns et des autres pour qu'on puisse effectivement assurer cette crédibilité entre les deux parties. Aujourd'hui, cette crédibilité n'existe pas. Il a été donc soumis à de mauvaises épreuves. Et j'estime qu'il est temps de... Vous voulez dire que les agriculteurs, les exploitations et les minotiers ne peuvent pas travailler ensemble aujourd'hui? Moi, je préfère passer à travers des coopératives et avoir un seul interlocuteur qui est la coopérative au lieu d'avoir comme interlocuteur une multitude d'opérateurs. Donc, c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, on doit traiter avec des coopératives, avec des groupements qui seront solidaires, avec des unités de stockage de proximité à côté de ces exploitations pour qu'ils puissent donc homogénéiser leur production, la stocker de bonnes conditions en vrac et la livrer directement. Voilà le modèle qu'on voudrait mettre en place et qu'on voudrait réussir ensemble. Et c'est pour ça que j'appelle effectivement à ces assises nationales qui seraient consacrées uniquement donc à la céréaliculture et au développement de cette filière qui est la plus importante. N'oublions pas que 55% de notre SAU est occupé par les céréales. Donc c'est la culture la plus importante. Donc autant donc réserver absolument des journées consacrées à l'examen de cette filière et quelles sont les pistes
qu'on pourrait suivre pour effectivement assurer une production pérenne, une production qui peut assurer en quelque sorte notre souveraineté alimentaire. N'oublions Alors, pas que c'est le plat de résistance, ce sont les céréales et le pain, c'est le produit le plus important sur la table. C'est le signe de sécurité pour le Marocain que de voir le pain sur sa table. On peut s'en passer de beaucoup de choses, mais on ne peut pas nous passer du pain. Alors justement, en parlant de consommateur final, on a parlé tout à l'heure du retard accusé aujourd'hui dans la collecte, du fait que l'importation n'est pas permise jusqu'à fin août. Mais quel est l'état du marché aujourd'hui? Est-ce que le marché national il est alimenté suffisamment en blé aujourd'hui? Non, non. En ce qui concerne l'alimentation et l'approvisionnement du marché aujourd'hui, il est alimenté d'une manière normale. C'est ce que je disais, qu'une bonne partie de cette production est aujourd'hui au niveau des marchés, au niveau des ménages, notamment dans le milieu rural. Bon, les marchés habituels, traditionnels du milieu urbain qui sont régulièrement approvisionnés à partir de la farine industrielle, le sont. Donc, les minotiers détiennent leur stock. Ils ont conçu des stocks avant la fermeture, heureusement, avant la fermeture des ports, et malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées durant pratiquement le premier semestre de 2025 à cause des retards, des déchargements des navires dus donc aux conditions météorologiques qui étaient très difficiles, et nous avons payé quand même, les opérateurs ont payé un prix très fort en termes de surestarie, puisque nous avons pratiquement atteint 1 milliard de dirhams rien qu'en surestarie. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et nous ne voudrions pas donc revivre une autre expérience pareille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à partir du 16 septembre, on va commencer les importations de manière progressive, intelligente et régulière. Et pour conclure, on peut dire aujourd'hui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la souveraineté alimentaire ne dépend pas uniquement d'une bonne campagne agricole, mais aussi de toute une chaîne logistique et industrielle Tout à fait. derrière. Et c'est pour ça, effectivement, il y a plusieurs intervenants. Donc, si on veut aujourd'hui équiper donc 1 million d'hectares, comme l'avait annoncé, que ce soit l'ancien ministre de l'Agriculture ou Ahmed Bouari, le nouveau ministre de l'Agriculture, il va falloir donc qu'on travaille avec les ministères de l'Équipement, donc avec l'exploitation des eaux de barrage, le dessalement de mer. Vous savez que ces opérations sont très coûteuses. Et je dirais le prix de la production serait très élevé. Donc, si on recourt donc à l'utilisation des eaux dessalées qui sont très chères, 6 dirhams pratiquement le mètre cube, et quand un hectare consomme 4000 mètres cubes, si nous avons 200 mm ou 250, il va falloir assurer un apport de 150 à 100 mm de plus à travers donc cette irrigation, vu le coût. Donc, le prix de production d'un quintal de blé atteindrait facilement les 300 dirhams par quintal, qui est légèrement supérieur, ou même très supérieur au prix actuel sur le marché international. Mais c'est des choix à faire, et c'est des choix donc à étudier, à examiner. Et ce n'est pas toujours le coût qui est le facteur limitant, mais le plus important, c'est de disposer de sa production et de sa souveraineté alimentaire, quelles que soient les fois de prix. Juste pour conclure et pour être clair, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans cette structuration que vous évoquez justement, en parlant de coopératives et de structuration de ces coopératives? Écoutez, donc, les coopératives ont fonctionné pratiquement depuis 1937 jusqu'en 1996, date de la libéralisation. Donc, suite à la libéralisation, donc les coopératives ont fait face à une concurrence très farouche de la part des opérateurs privés. Ces coopératives se sont retrouvées donc avec des charges d'exploitation, notamment tout ce qui est salaire et tout ce qui est donc masse salariale, qui étaient très élevées.
et ces coopératives n'ont pas pu être compétitives, que ce soit sur le prix ou sur agressif aussi sur le marché, parce que ces coopératives payaient les agriculteurs au prix arrêté par le gouvernement, tandis qu'au niveau des privés, donc il y avait d'autres choix et les charges n'étaient pas les mêmes. Et effectivement, donc ce secteur a sombré dans des difficultés au point que toutes ces coopératives aujourd'hui sont alourdies de charges financières et donc, ils ont beaucoup de créances vis-à-vis des banques. Et il va falloir donc reprendre toute une histoire. C'est effectivement toute une réflexion qui doit être menée, toute une restructuration de cette filière Moulay Abdelkader Alaoui. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale de la minoterie et vice-président de la FENAGRI. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je vous remercie infiniment et bonne soirée.